L'école en Belgique est une fabrique à chômeurs qui vous apprend à rejoindre un syndicat plutôt que les mathématiques. Voilà les propos tenus cette semaine par notre très cher ministre de l'économie qui n'a bien évidemment jamais créé ni bossé dans une entreprise de toute son existence, j'ai nommé Pierre-Yves Jeholet. Alors, les écoles belges, un trésor national que le monde entier nous envie, ou une énorme fabrique à crétins, cassos et inaptes à la vie en société? Eh bien, on voit tout ça en détail dans un instant. Comme dit en introduction, on va revenir aujourd'hui sur des propos qui ont fait beugler pas mal de socialistes et de fonctionnaires en tout genre, tenus par le ministre MR, Pierre-Yves Jeholet. On va ensuite analyser leur véracité en termes de résultats concrets et chiffrés. Allez, lisons d'abord l'article de 7 sur 7 qui nous raconte la polémique. Des propos du ministre Jeholet sur l'enseignement font bondir les syndicats. Des propos récemment tenus par le ministre wallon de l'économie lors d'une conférence MR ont choqué les syndicats. Eux, professionnels de la pleurniche, toujours au rendez-vous pour venir faire chier son monde, on peut compter sur eux. Lors d'une conférence du Parti libéral sur l'emploi et le pouvoir d'achat à Rochefort le 15 avril, Pierre-Yves Jeholet a ainsi lâché: Aujourd'hui, dans l'enseignement, on vous apprend plus vite vos droits à aller voir un syndicat quand vous sortez des études ou comment il faut bien remplir votre fiche pour bénéficier du chômage. Dans l'enseignement secondaire, je peux vous donner des brochures, hein. Je peux vous donner des écoles où on distribue des tracts syndicaux à des enfants qui quittent l'école. En dernière année, on distribue des tracts syndicaux, c'est moi qui vous le dis. A poursuivi le vice-président du gouvernement wallon. D'ailleurs, petite anecdote personnelle, lorsque moi j'ai terminé mes études secondaires, c'est Georges-Louis Boucher, lui-même, qui est venu nous faire un petit discours. Alors bien sûr, à l'époque, il n'était pas encore président du MR, je pense que c'était un simple militant qui commençait à monter dans le parti, mais ça ne change rien. Bon, sur le coup, ça ne m'avait pas choqué, bon, il avait fait un discours plutôt banal, mais en y réfléchissant, on peut se poser la question: pourquoi est-ce que des responsables politiques ou des responsables syndicaux ou quoi que ce soit viennent parler à des espèces d'adolescents boutonneux qui viennent tout juste de terminer leurs études, qui n'y connaissent rien à la vie, rien à l'économie, rien au monde du travail, mais qui seraient aptes à recevoir des discours comme ça ou à recevoir des fiches pour s'inscrire dans des syndicats ou s'inscrire au chômage, bref. Pourquoi est-ce que ces personnes viennent s'adresser à nos enfants? La question reste ouverte. On continue. Luc Toussaint, président de la CGSP Enseignement, admet que des dérapages ont pu avoir lieu. C'est très bien de l'admettre, hein, les fameux dérapages qui se reproduisent chaque année dans exactement les mêmes conditions, mais on est au courant. Bon, on va rien faire pour changer ça, mais il y a des dérapages, on en est conscient. Merci, monsieur le syndicaliste. Mais dénonce du mépris et un amalgame dans le chef de Pierre-Yves Jeholet. Ça sent l'extrême droite, c'est répugnant. La fameuse extrême droite. Donc, vous dénoncez un dysfonctionnement, c'est l'extrême droite. Vous refusez de payer 80% d'impôts pour entretenir des parasites, c'est l'extrême droite. Vous comparez le réel à leurs affabulations, c'est l'extrême droite. Faut que ça rentre, hein. L'école mérite mieux que les caricatures. Non, l'école ne fabrique pas des chômeurs. Elle forme des citoyens. Elle donne des outils pour comprendre le monde, faire des choix, s'engager, réfléchir. Bon, si tu pouvais déjà apprendre aux gamins à lire, écrire et compter, ce serait déjà pas mal. Laisse aux parents tout le loisir de leur expliquer comment le monde fonctionne. Ce n'est pas ton rôle. Elle développe des compétences diversifiées. La fameuse diversité, c'est très important.
À force de répéter ce genre de clichés sans fondement, on abîme l'image de l'école, on décrédibilise et on décourage les enseignants. L'école mérite mieux que des caricatures, a commenté le socialiste Martin Casier sur Instagram. Bon, que dire de tout ça? On va commencer par l'évidence. Ce que je vais critiquer ici, c'est le système de l'enseignement public. Et évidemment, je ne m'attaque pas aux enseignants qui font au mieux dans cette fange putride de l'éducation nationale gérée par l'État belge. On a tous eu des profs marxistes aux dents jaunies par leurs pauses café-clope très régulières et qui projetaient leurs rêves d'adolescents attardés et de grands soirs sur la jeunesse dont ils avaient la charge. Ces gauchistes insupportables qui sont tellement médiocres qu'ils ne peuvent débattre de leurs idées foireuses qu'avec des enfants de moins de 10 ans pour espérer gagner le moindre débat. Et parallèlement à ça, il y avait dans le tas quelques individus qui se démenaient pour instruire les fortes têtes que nous étions et qui allaient bien au-delà du minimum syndical pour tenter d'élever la jeunesse belge. Et personnellement, ce qui m'a toujours extrêmement attristé, c'est de savoir que, à la fin du mois, le prof génial était payé pareil que le communiste crasseux à la touillette en forme de merguez syndicale. Que le système de fonctionnariat de l'enseignement public rend quasiment invirable ce genre de profs parasites tout juste bons à répandre leur poison idéologique à la jeunesse. Moi, personnellement, je rêve d'un système où je peux virer à grands coups de pied dans le derrière ces profs fans de Karl Marx et de redistribution, et où je peux récompenser à leur juste valeur les enseignants de qualité qui ont la véritable passion de transmettre leur savoir qui contient 0% de collectivisme, 0% de socialisme, 0% de communisme, 0% de LGBTisme, etc., etc. Bref, tout ce dont les parents dignes de ce nom essaient de garder leurs enfants bien à l'abri. En réalité, ça s'appelle le marché et le choix individuel, mais c'est un autre sujet. En attendant, on va essayer de répondre à la question: est-ce que nos écoles belges sont des fabriques à crétins et à chômeurs? Bon, on va commencer par ne pas être des gauchistes à 70 de QI, c'est-à-dire qu'on va décrire le monde tel qu'il est et pas tel qu'on voudrait qu'il soit. On va donc commencer par analyser le résultat concret et chiffré de l'enseignement belge. Donc à cet effet, il existe un classement mondial appelé le classement PISA et qui mesure la maîtrise des élèves de différents pays en maths, en sciences et en lecture. Bref, les savoirs concrets et utiles et pas toutes ces conneries de genre bio-inclusif, de morale, de cours de citoyenneté ou je ne sais quoi. Ici, on s'intéresse aux vraies matières, maths, sciences, lecture. Et là, le constat est assez parlant, le niveau ne cesse de baisser d'année en année. La Flandre reste légèrement au-dessus de la moyenne européenne, mais par contre, la Wallonie et Bruxelles, pourtant si enrichies culturellement, sont éternellement en dessous de la moyenne. Je me demande bien pourquoi. Dites-moi en commentaire si vous avez des hypothèses. Mais bien que la période du Covid ait bon dos pour justifier tous les problèmes d'aujourd'hui, et bien qu'il y ait effectivement eu une baisse assez exceptionnelle pendant cette période, la tendance dans les 3 régions est la même depuis 2006, une baisse constante du niveau scolaire. Chaque année d'ailleurs, la Belgique descend dans le classement mondial et bien que la Flandre tire un petit peu la Wallonie vers le haut, le score moyen de la Belgique nous fait baisser d'année en année. Donc là, on a le classement pour pas mal de pays et on remarque que la Belgique est tout juste au niveau de la France qui, elle, est en dégringolade. La France était parmi les pays les mieux classés au monde en termes d'enseignement, mais ça n'a cessé de baisser d'année en année pour se retrouver aussi aujourd'hui dans une moyenne basse. Bon, bien sûr, on fait toujours mieux que certains pays, mais la tendance, on l'a vu juste avant, c'est la baisse, la baisse, la baisse. Par contre, le petit truc marrant qu'on peut regarder et qu'on peut observer surtout, c'est que les 3 pays européens les mieux classés sont aussi les plus libéraux. Oh alors, comme par hasard, le système libéral produit des élèves intelligents et le système socialiste produit des crétins. Oh alors, je ne pouvais pas m'y attendre, je suis surpris.
Oh, la Suisse. Oh, l'Irlande, qui refuse de faire payer 80% d'impôts à ses entreprises. Oh, l'Estonie, le paradis fiscal. Oh là là, comme c'est bizarre. Donc, plus sérieusement, en général, c'est à ce moment-là que le gauchiste de passage vient nous sortir sa petite tirade sur le budget de l'enseignement. Il va nous dire que les profs sont extrêmement mal payés, ce qui n'est pas forcément faux, et que par conséquent, il faut augmenter les impôts sur les Belges de valeur afin d'offrir la cantine gratuite, les frites, les fournitures, les voyages scolaires et les cours de flûte traversière à tous les enfants de la planète. Quand on arrête d'être un communiste crasseux et qu'on observe le monde réel, eh bien on remarque que la Belgique, malgré ses résultats plus que médiocres, est parmi les pays qui dépensent le plus pour son enseignement. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont des stats officielles. Ici, les stats s'arrêtent à 2021, mais je vous rassure, en Belgique, quand ça concerne les dépenses, la tendance, elle est toujours à la hausse. Donc là, on a le coût par élève et par année de chaque pays, et on remarque que la Belgique est parmi les pays qui dépensent le plus par élève chaque année. Il y a juste le Luxembourg qui explose les scores en Europe, mais eux peuvent se le permettre. Ce ne sont pas des socialistes, bien entendu, mais la Belgique est dans le top 1, 2, 3, 4, 5. Elle est dans le top 5. On est les champions, niveau dépenses, ça c'est sûr. Ensuite, deuxième stat intéressante, c'est la part du PIB qui est consacrée à l'enseignement. Et là encore, la Belgique est parmi le top 5 des pays de l'OCDE. De souvenir, aujourd'hui, c'est environ 6% du PIB qui est consacré à l'enseignement. Donc, c'est une belle part des rentrées et des recettes de l'État. Mais le résultat, par contre, il est un petit peu moins sympa. Autre stat intéressante, c'est la part de l'enseignement privé. Et on remarque qu'en Belgique, on est environ à 50-50. C'est assez élevé pour les pays de l'OCDE. Mais par contre, ce qui est un petit peu bizarre, c'est que 100% de ces établissements privés sont financés par les recettes publiques. Et donc on peut se demander ce que ces écoles ont réellement de privé, à part une participation supplémentaire de la part des parents. Mais pour moi, si tu touches de l'argent public, tu n'es pas une entreprise privée, tu es un fonctionnaire. Bref, la statistique la plus intéressante, c'est le coût chaque année d'un élève en Belgique. Aujourd'hui, il est entre 12 000 et 15 000 euros par an. Et donc, sur une classe de 20 élèves, cela nous coûte chaque année environ 300 000 euros. Où vont ces 300 000 euros? Je ne pense pas que ce soit le salaire du prof, ou si c'est le cas, prévenez-moi, j'aurai peut-être une réorientation de carrière à effectuer. Mais peut-être que ça va dans les rémunérations de fonctionnaires qui, eux, ne croisent jamais un élève de leur vie, mais qui se permettent pourtant de prendre des décisions à leur égard. En Wallonie, c'est environ 3000 fonctionnaires qui pourrissent la vie des profs et des élèves à produire des PowerPoint, des Excel, des directives, des circulaires, etc., pour un coût total d'environ 200 millions par an. Et je le rappelle, sans jamais croiser un élève de leur journée. Est-ce que c'est de l'argent bien dépensé? Je vous laisse me le dire en commentaire. Bon, maintenant qu'on a vu que malgré le pognon de dingue qui est balancé dans l'enseignement, le niveau moyen des Belges n'arrête pas de baisser, intéressons-nous à ce que nous finançons réellement avec cette montagne d'argent. Car, pour rappel, nos impôts financent aussi les universités et le Minerval de 1200 € que les parents des adolescents boutonneux payent pour y inscrire leur progéniture n'est qu'une participation symbolique. Et donc j'ai demandé à Gemini de me sortir les chiffres clés que je vais vous présenter. Donc, premier chiffre intéressant à vous présenter, c'est la répartition des étudiants par domaine d'études. Et là, la première chose qui saute aux yeux, c'est que le premier domaine d'études choisi par les étudiants en Belgique, ce sont les sciences humaines et sociales. Concrètement, c'est tout ce qui va être sociologie, études des genres bio-inclusifs, études de journalisme, études du LGBTisme chez les pingouins albinos d'Afrique subsaharienne, bref, tous les domaines qui ont zéro débouché sur le marché du travail car
aucune entreprise privée ne va valoriser ces domaines d'études, mais pourtant, un tiers des étudiants en Belgique se dirigent et font ce choix vers ces études, et c'est en hausse constante. Par conséquent, si vous êtes parent, ne dites surtout pas à votre enfant de choisir autre chose, laissez-le perdre son temps et terminer au chômage. Deuxième domaine choisi par les étudiants en Belgique, c'est le domaine de la santé, donc les études de médecine, de soins paramédicaux, d'infirmières, etc. Ça représente environ 25% des étudiants. Mais là, il faut que je vous parle de quelque chose de génial en Belgique qui s'appelle le numerus clausus. Je vous explique. Au lieu de laisser une logique de marché gérer le domaine de la santé, où d'un côté vous avez des individus responsables qui contractent des assurances privées et qui choisissent parmi l'offre disponible celle qui correspond à leurs besoins et à leurs moyens lorsqu'ils ont besoin de soins médicaux, et où de l'autre côté vous avez des médecins et des hôpitaux qui sont en compétition les uns avec les autres, qui doivent se démarquer, offrir la meilleure offre possible, afin justement d'attirer des clients / des patients. L'État belge s'est dit non, 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 le marché c'est très très mal, on va gérer tout ça, on va offrir des soins médicaux à la planète entière. Par contre, ça coûte un petit peu cher, et donc ils ont connecté leurs 2 neurones de socialistes encore fonctionnels, là ça a tourné. Ah, idée de génie, ils se sont dit, on va limiter l'offre de médecins, et mécaniquement, ça va diminuer la demande en soins médicaux. Non, non, rigolez pas, c'est réellement la logique derrière cette saloperie de numerus clausus. On diminue l'offre et on espère que la demande va proportionnellement diminuer. Génial. J'ai jamais vu une économie où cette logique marchait, mais pour les socialistes belges, c'est comme ça que ça fonctionne l'économie. L'État décide quelque chose et le bas peuple suit la logique de l'État. Merveilleux. Donc, troisième domaine choisi, ce sont les études d'économie et de gestion, sous environ de 20%, c'est relativement stable, pas grand-chose à dire. Quatrième domaine, ce sont les sciences dures, donc les sciences et la technique, ça représente environ 14%, et là la tendance elle est plutôt à la baisse, là c'est un petit peu inquiétant. Ensuite, avant-dernier domaine, c'est le domaine de l'enseignement et de la pédagogie. Ça tourne aux environs des 6% des élèves en Belgique. Et là, c'est en baisse. On se demande bien pourquoi. Salaire de misère, conditions de travail médiocres, des responsables politiques qui changent d'avis tous les 4 matins, qui vous pondent des directives pourries, qui vous imposent des méthodes d'enseignement. Et en prime, vous vous retrouvez en face de tout l'enrichissement culturel de la Belgique. Et vous vous démerdez parce que votre direction, elle s'en fout. Et on se souvient bien entendu de cette petite histoire en France d'un prof, il me semble que c'était un prof d'histoire géo, qui du jour au lendemain s'est retrouvé en connexion Bluetooth entre son corps et sa tête, mais surtout pas d'amalgame, il n'y a aucune tendance à observer, il ne faut tirer aucune conclusion, payer des impôts. Et dernier domaine choisi par les étudiants, c'est les arts et l'architecture, c'est aux environs de 4% et c'est relativement stable. Donc ça, c'est les domaines d'études qui sont choisis par les étudiants en Belgique. À mettre en parallèle avec le deuxième chiffre que je veux vous présenter, c'est justement le marché du travail et les offres vacantes, c'est-à-dire les offres pour lesquelles les entreprises n'arrivent pas à trouver des candidats. Donc le premier secteur qui possède des offres vacantes, c'est le secteur de la construction et de l'industrie. 37% des offres restent vacantes, c'est une pénurie sévère et ça représente 63 métiers qui sont critiques. Donc le marché a besoin de quelque chose, mais les études universitaires ne répondent pas du tout à ce besoin. On se demande pourquoi. Deuxième domaine où vous avez des pénuries, ce sont les domaines de l'informatique et de l'IT. 12% des offres restent vacantes, pénurie structurelle. Ensuite, troisième domaine, là, c'est le secteur public et de l'administration. Vous avez moins de 10% des offres qui restent vacantes. C'est un secteur qui est en totale saturation. Pourquoi est-ce que c'est en saturation ? Tout simplement parce que vos étudiants en sciences humaines et sociales et une bonne part des étudiants en économie et gestion ne trouvent pas d'emploi à la sortie des études. Et du coup, le seul moyen de valoriser leur
compétence sur le marché, c'est de se faire subventionner par l'impôt du privé et donc de rejoindre une administration ou de capter des subsides publics. Et c'est pour ça que vous êtes en saturation. Et dernier domaine, c'est les communications et les médias. Et là, c'est saturation totale. Il n'y a quasiment aucune offre qui reste vacante. En conclusion, n'entamez pas d'études de journalisme, vous allez vous retrouver au chômage. Et dernier chiffre que je veux vous présenter, c'est justement le niveau de chômage par niveau d'instruction. Donc, effectivement, avoir un diplôme, statistiquement, offre plus de chances de trouver un emploi par la suite, car on le remarque, les personnes qui ne sont même pas diplômées d'études primaires, 15% d'entre elles sont au chômage, donc c'est une exclusion forte. Les personnes qui ont simplement terminé leurs études secondaires, c'est environ 7% d'entre elles qui sont au chômage. Et les personnes qui ont un diplôme d'études supérieures, donc un master ou un bachelier, c'est environ 4% qui sont au chômage. On remarque cependant que la différence n'est pas si élevée que ça entre les personnes qui ont terminé leurs études secondaires et les personnes qui sont sorties d'études supérieures. Et si on décortique un petit peu par secteur au niveau des études supérieures, on remarque que dans les sciences humaines et l'art, c'est environ 15% des étudiants qui se retrouvent au chômage, c'est-à-dire qu'ils font pareil en termes de chômage que les personnes qui n'ont même pas un diplôme du primaire. Et par contre, les études en sciences dures, les études d'ingénierie, les études en informatique, c'est moins de 2% d'entre eux qui restent au chômage. À méditer. Comme on peut le voir, nous finançons avec nos impôts de manière disproportionnée des filières qui ont zéro débouché sur le marché, à savoir les sciences molles, le journalisme, la sociologie, les études de genre, etc., etc. Les universités captent les subventions publiques en fonction du nombre d'élèves qu'elles arrivent à attirer dans leur filet. Et il n'y a rien de plus rentable pour ces universités que de proposer des sciences humaines. Il suffit de demander à n'importe quel ancien diplômé spécialité chômage d'enseigner ces savoirs qu'aucune entreprise privée ne va valoriser. Car, telle une pyramide de Ponzi, le seul moyen de valoriser ces études de genre bio-inclusif, c'est de se faire subventionner afin de les enseigner à un autre corneau pour que lui aussi puisse goûter aux joies du chômage ou de la subvention publique. Et ce genre d'arnaque qui condamne l'avenir de notre jeunesse peut exister car il n'y a aucune logique de marché au sein des universités belges. Aucun étudiant ne paye le vrai prix de ses études, juste une participation symbolique via le Minerval. Et donc, ce n'est pas si grave de perdre entre 5 et 20 ans de sa vie, suivant le nombre de redoublements, à étudier le genre des pingouins albinos du Maghreb. Les universités, quant à elles, n'ont aucun objectif de débouché ni de résultat, vu qu'elles savent que dans tous les cas, elles seront rincées de subventions publiques. Leur unique souci, c'est d'en capter le plus possible. Et le dernier point que j'aimerais aborder, c'est le manque cruel d'éducation financière en Belgique. Donc là, ING a sorti une enquête dont voici quelques chiffres clés. Un Belge sur 4 n'a pratiquement aucune connaissance financière de base. Ça, c'est inquiétant. Un Belge sur 9 est incapable de répondre correctement à une seule question du test de connaissance financière. 63% des Belges ayant le plus faible score surestiment leur connaissance financière. Bon, ça s'appelle un gauchiste. 66% des personnes très compétentes sous-estiment leur connaissance financière, donc ça c'est manque de confiance en soi. Les Belges se jugent plus faibles que les autres Européens, encore un manque de confiance en soi. Les Pays-Bas, 50%, et l'Allemagne, 42%, comptent nettement plus de personnes ayant un haut niveau de culture financière contre 33% des Belges. 22% des Belges ont été victimes d'une fraude entraînant une perte financière. Bon, en fait c'est 100% puisque tous les Belges qui travaillent payent des cotisations sociales et donc sont victimes de la fraude organisée par l'État belge. Un Belge sur 4 qui manque de connaissances financières ne sait pas s'il a été victime de fraude. Bon, ça, je veux bien le croire. Tous les Belges ne sont pas conscients de ce que leur vole l'État belge. Et ils sont même contents de payer des impôts. Ils se disent « Ah, c'est génial !»
57% des ménages disposent d'une épargne supérieure à 3 mois de revenus nets. Ça s'appelle un matelas de sécurité. Cette proportion tombe à moins de 50% chez les personnes ayant un faible ou moyen niveau financier. Et pour finir, une majorité de 79% souhaitent que l'éducation financière soit enseignée à l'école. En conclusion, oui, il y a un grave problème d'éducation financière en Belgique. Et ça, on le constate très régulièrement. Typiquement, lorsque des employés du secteur privé en sont à réclamer plus d'aide de l'État, plus de petits chèques, plus d'aide, etc., et qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont ceux qui payent pour tout ça. Ou alors, lorsque les discours de Raoul Edebeau ou de Paul Magnette sur taxer les riches, taxer les super profits, taxer les milliards et des milliards de dividendes des vilains actionnaires. Quand tous ces discours trouvent un écho au sein des Belges de valeur, ça marque un manque cruel de connaissances financières. Ils ne se disent pas une seule seconde que si c'est si génial d'être un actionnaire de Total Energy quand le pétrole pète à la hausse, il n'y a rien qui les empêche de devenir actionnaires eux-mêmes et de commencer à eux aussi toucher les milliards et les milliards de dividendes. Par contre, dans le système actuel de l'enseignement en Belgique, je ne suis pas sûr que ce soit une si bonne idée que ça de confier l'éducation financière à l'État belge, le pire gestionnaire du monde. Plus sérieusement, est-ce que vous les voyez, ces profs marxistes, commencer à parler de retraite par capitalisation à leurs étudiants? Quel enfer! Ils essaieraient encore de les convaincre que la retraite par répartition, c'est génial, que payer 80% d'impôts, c'est génial, et puis tu seras bien content quand tu auras un cancer, tu seras bien content que l'État soit là lorsque tu partiras à la retraite et qu'il te filera quelques petites miettes pour que tu puisses survivre et surtout continuer à voter socialiste. Bref, la propagande que nous avons actuellement, mais dès la première primaire. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour du secteur de l'enseignement en Belgique. Du coup, on peut répondre à la question: l'école belge est-elle une fabrique à crétins et à chômeurs? Bien que la formulation relève un petit peu plus de la punchline, notre analyse a mis en évidence des résultats médiocres malgré des dépenses très élevées et surtout un manque total de recherche d'efficacité. Tout simplement parce que nous laissons, comme toujours, entrer l'État dans l'équation. Alors, vous pouvez être comme moi et être favorable à un enseignement 100% privé où les parents choisissent exactement ce qu'ils préfèrent pour leurs enfants et où le marché élimine les écoles et les enseignants médiocres, c'est-à-dire les gauchistes. Mais par contre, cela peut vous être insupportable et si c'est le cas, il existe un système qui me paraît être un bon compromis. Typiquement, la Suède a mis en place un système de ticketing. Concrètement, chaque foyer reçoit par enfant un ticket de l'État financé par l'impôt des citoyens. Et les parents vont ensuite dépenser ce ticket dans l'école de leur choix. Ensuite, n'importe quelle association de parents ou d'individus peut décider de fonder une école. L'État va simplement vérifier une certaine conformité, imposer d'engager des professeurs diplômés, mais son rôle s'arrête là. C'est ensuite à l'école de se montrer compétitive sur le marché, de proposer le meilleur enseignement possible en évitant tous les coûts superflus et les PowerPoint que personne ne lit. On introduit une véritable logique de marché et une obligation d'efficacité, mais sans introduire la notion d'argent pour les parents. Un ticket vaut simplement le prix moyen d'un étudiant à l'échelle du pays. Ce genre de solution permet d'éviter qu'une administration parasite capte tous les subsides publics et donc de rémunérer dignement les profs, car si tu veux attirer un prof dans ton patelin, tu es obligé de au moins t'aligner sur les prix du marché, par exemple. Voilà. On a fait le tour du sujet. En conclusion, c'est toujours extrêmement cocasse d'entendre un fonctionnaire n'ayant jamais rien produit de toute son existence, comme Pierre-Yves Johollet, critiquer d'autres fonctionnaires et nous expliquer qu'avec encore plus de fonctionnaires, mais de bons fonctionnaires, des gens comme lui, tout va s'arranger et ce sera le retour des matinées chantantes. Voilà. La vidéo est terminée.
N'hésitez pas à liker et à partager. Abonnez-vous si vous appréciez ce genre d'analyse bien plus poussée que ce que vous allez entendre dans tous les médias subventionnés. Dites-moi en commentaire de quelle fabrique de chômeurs vous venez. Et surtout, d'ici là, n'oubliez pas, la liberté, c'est avant tout un choix.